Madame, Monsieur, bonsoir. Fort moment d'émotion, beaucoup de symboles hier au stade du 5 juillet pour cette rencontre historique entre l'Algérie et la Palestine. On y reviendra dans cette émission. On parlera également du métier d'entraîneur. Pourquoi est-ce que la Fédération algérienne de football a limité à 2 licences les entraîneurs? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire le contraire? Et puis, on ira sur la Coupe d'Algérie. Pour en parler, Abdelkarim Bira, entraîneur. Bonsoir Abdelkarim. Bonsoir Maman. Vous êtes actuellement sans club, mais je rappelle que vous entraîniez la JSM Skikda. Vous avez été approché par le Mouldia d'Alger pour prendre le Mouldia d'Alger, mais vous n'avez pas répondu à cette sollicitation. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Jafar Meddour, journaliste. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Alors hier, on en parlait justement, le stade du 5 juillet a fait le plein, 60 000 personnes pour assister à cette rencontre Algérie-Palestine, moment historique. La cause palestinienne est une cause algérienne. Ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose de grandiose, concernant l'histoire aussi, parce que les faits sont têtus. Et le peuple algérien était toujours, ainsi que les responsables du pays, depuis l'indépendance, ont été toujours soutenus cette cause, et qui est importante pour tous les musulmans et arabes d'une manière générale. Nous, les Algériens, on a montré... Alors pour tous les Palestiniens, justement, pour les Palestiniens, pour les joueurs, pour l'entraîneur, Ouldali, qui est algérien, eh bien, l'accueil en Algérie, c'est ce qu'il nous disait, et c'est ce qui ressortait des propos des joueurs palestiniens, était tout à fait particulier par rapport aux autres pays du monde arabe. Tout à fait. Nous, les Algériens, on est connus par rapport à ces qualités. On est très humains. Et on est chaleureux aussi. Ça fait partie un petit peu de notre personnalité. Mais toujours est-il, même hier, si c'était un match officiel contre nos frères palestiniens, je peux vous dire que même après une défaite, tout le public va applaudir cette équipe palestinienne parce que c'est une cause... peut-être pas comme certains la voient, mais elle est très profonde. Quand on voit la souffrance du peuple palestinien, ce qu'ils sont en train de subir depuis 1947 à ce jour, et puis c'est connu, et même Dieu a dit beaucoup de choses dans le Saint-Coran. Et puis c'est nos frères, et c'est un devoir pour nous d'être avec eux, derrière eux, et à tout moment. Jafar Meddour, vous étiez au stade du 5 juillet. Alors hier également, une des particularités, des familles étaient au stade, des jeunes, des moins jeunes, mais tous unis, comme un seul homme, derrière cette équipe de Palestine. C'était plus la symbolique que d'un match. Il y avait le match en lui-même, mais c'est la symbolique Algérie-Palestine. J'ai eu l'honneur de pouvoir commenter ce match pour la radio algérienne. C'était beaucoup d'émotions, comme vous venez de le dire. Voir tous ces jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient là, tout acquis à la cause palestinienne. C'est bien de les voir si jeunes et comprendre l'importance et surtout de comprendre ce que vit malheureusement le peuple palestinien qui vit sous le joug de l'entité sioniste, tout simplement. Eh bien, les familles palestiniennes aussi qui étaient là, nombreuses, beaucoup de femmes qui sont venues encourager la Palestine et il n'y a pas eu de défaite hier. Il n'y a pas eu de défaite. La victoire de la Palestine reste anecdotique. Tout le monde était content. Les joueurs palestiniens étaient vraiment surpris, agréablement surpris de l'attitude du public algérien qui les a encouragés durant toute la rencontre. Il en a fait leur équipe. Tout simplement, on les a très vite adoptés, mais c'est sans surprise. On connaît vraiment la tâche que nous avons à la Palestine. Et on a toujours dit que Alger était la capitale des révolutionnaires durant les années 60 et 70. C'était la Mecque. La Mecque des révolutionnaires. Che Guevara et tant d'autres personnes qui sont passées par Alger. Ça s'est confirmé hier, je pense, au stade olympique du 5 juillet. Une date très symbolique au niveau des luttes pour l'indépendance de tous les peuples qui ont été opprimés. Alors justement, des réactions au stade du 5 juillet. Je vous propose d'écouter ces réactions de femmes et d'hommes palestiniens qui étaient au stade du 5 juillet. تحيا الجزائر وتحيا فلسطين ودائما وابدا قلوبنا مع الجزائر 1 2 3 فيفا الجيري. والله الجزائريين كانوا كثير مناح كثير طيبين وكل الجمهور عم بيحيي فلسطين. نحن مع الجزائريين وقفنا معاهم يعني وقفتهم كثير كانت حلوه. زي ما انت شايف فوق 100,000 متفرج ومشجع للقضيه الفلسطينيه. الحدث يفوق المباراه ويفوق الكره. النتيجه هي ايجابيه للقضيه الفلسطينيه. خبرهم على النهار بصوت البوريني ونجار. جيناكم من فلسطين من ارض الشهداء الاحرار. جينا على ارض الجزائر. جينا على ارض الثوار. جيناكم من القدس العربيه ومن حيفا. Profond respect pour l'Algérie, pour l'histoire de la révolution algérienne. Et les Algériens, les générations passent, mais le combat reste le même. C'est trop fort comme discours et puis c'est très émotif. Je pense qu'aujourd'hui, le sport d'une manière générale et le football en particulier peut véhiculer des messages forts
a acquis de droit, et d'une et de deux, peut-être cette initiative va permettre à d'autres pays arabes de faire la même chose avec nos frères palestiniens parce qu'ils en ont besoin. Alors, on va rester quand même, on va parler un peu foot, hein. Mais les Palestiniens, on le voit. On avait eu à la place où vous êtes, M. Ould Ali, qui disait, vous savez, en éliminatoire de Coupe du Monde, ils ont tenu en échec l'Arabie Saoudite. Deuxième des choses, c'est qu'ils peuvent récupérer des points parce qu'ils ont émis des réserves contre une équipe qui est dans leur groupe. S'ils battent les Émirats, ben, ça pourrait être une grande première. Et rappelons que l'entité sioniste avait, à un moment donné, failli être exclue de la FIFA parce qu'ils avaient interdit le déplacement des Palestiniens. Ça, à travers le sport également, il y a tout un combat. Et puis par rapport à ce qui s'est passé hier, ça peut déclencher une certaine dynamique au niveau de la confiance et au niveau du plaisir aussi pour cette équipe qui est en pleine construction. Je pense qu'on a vu hier comme contenu, que ce soit sur le plan défensif ou offensif, c'est une équipe qui a montré beaucoup de bonnes choses. Et ce n'est pas l'équipe type. Hein. Elle est capable, connaissant les Palestiniens, parce que par le passé, ce pays a une histoire. Leur fédération a été, je pense, en 1928. Exact. C'est pas un pays, sont pas nés hier. Tout à fait, un pays nouveau dans le football. Le football, c'est pas un football qui vient d'exister, non. Et puis le profil du joueur palestinien, d'une manière générale, c'est un profil très habile, très technique, un petit peu qui s'adapte aux exigences du haut niveau d'aujourd'hui. Je pense que avec le temps, avec plus de moyens, avec beaucoup de matchs amicaux, c'est une équipe qui va progresser. Elle aura un jour son mot au niveau continental par rapport à l'Asie. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la Palestine, mais hier c'était un moment très fort en émotion. C'est très dur de passer à notre sujet, mais c'est un sujet également d'actualité, c'est la limitation des licences aux entraîneurs. Vous êtes limité à 2 licences. Chacun de vous, quand je dis vous, les entraîneurs, a parlé ou a évoqué cette question de son côté. Est-ce qu'il n'est pas temps, je vous pose la question justement, parce que vous dites tous, c'est injuste. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de vous organiser pour porter vos préoccupations, vos revendications auprès de la direction technique ou auprès de la fédération qui a décidé de limiter les licences, pardon. C'est une démarche qui peut être réalisée. Mais dans un autre sens, si on voit la réalité du terrain, sur 30 heures de compétition officielle, c'est-à-dire les 2/3 du championnat, quand on va au niveau de la division 1, 32 licences consommées, si on voit la nationale 2, 35 licences consommées, ça veut dire quand on prend les 32 clubs, 67 licences consommées, au bout de 2/3 du championnat, ça c'est un petit peu aberrant. Et d'une, sachant que la stabilité a été toujours un facteur déterminant. La responsabilité, merci. La responsabilité à qui? Aux entraîneurs? Aux dirigeants? À l'environnement? S'il doit y avoir un responsable. C'est un produit de synthèse. Il y a beaucoup de facteurs nuls, donc automatiquement le résultat sera nul. Les dirigeants, je leur incombe la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Par rapport à quoi? C'est le profil de l'entraîneur au départ choisi. Est-ce que cet entraîneur est considéré dans l'organisation d'un club? On ne le met pas dans le recrutement, c'est-à-dire on ne le fait pas collaborer, on le ramène, on le recrute après avoir recruté les joueurs, et tout cela fait que, sur certains choix, votre responsabilité n'est pas du tout engagée, en d'autres termes. Sur certains choix, je dis bien, joueurs, staff peut-être qui va vous accompagner. Tout à fait. Vous n'êtes pas le premier responsable. Des fois, vous vous retrouvez par la force des choses. Des fois, on n'est pas les premiers responsables, mais des fois, on est mis dans des situations très délicates. C'est-à-dire, on endosse le costume d'un factotum, c'est-à-dire c'est l'homme à tout faire. Les joueurs ne sont pas payés, donc il faut faire face, discuter avec eux. Des fois, on gère plus l'extra technique que le technique de la semaine. Les gens, plus regardent le jour du match. Or, l'entraîneur, le plus important pour lui, c'est la semaine avant le match. C'est là où il doit montrer un petit peu toute son intelligence dans la préparation de l'équipe. C'est-à-dire c'est ce que vous faites pendant toute la semaine que vous devez retrouver le jour du match. Ça, c'est après, tout dépend des joueurs à la capacité. Chose tout à fait, c'est dans le même ordre d'idée, chose qui n'est pas vraiment réelle. Par rapport à quoi? Parce que les gens ont tendance plus à raisonner avec leur cœur que leur méninge. Moi, pour rester un petit peu dans la lignée, je pense que imposer aux entraîneurs de prendre 2 clubs dans une saison... Moi, je ne dis pas imposer, limiter les entraîneurs. Voilà. Limiter 2 licences, c'est intéressant. Cherchons la stabilité. Parce que moi, en tant qu'entraîneur,
À chaque fois que je suis dans un club... Oui, mais dans le même temps, vous je dites n'ai- c'est intéressant, mais dans le même temps, vous ne pouvez pas limiter les entraîneurs et les clubs faire ce qu'ils veulent également. toute la problématique est là. Ah ben c'est ça justement. Moi, je souhaiterais limiter, d'accord, 2 licences à un entraîneur, je dirais même une. Et en même temps, limiter aussi au club, imposer au club de recruter un seul entraîneur, au maximum 2 entraîneurs par saison. Ça aurait été plus juste. Tout à fait. Même maintenant, le virus, pratiquement, s'est étalé. Quand on voit 3 bureaux changer en National 1, 5 bureaux changer en National 2, c'est des chiffres. Quand vous parlez des bureaux. 3 bureaux, c'est-à-dire 3 présidents. Ah d'accord. Ah oui, il y a le mercato des présidents. Ouais, tout le à fait. CSC, le Mouloudia d'Alger, on peut les Cela citer. veut dire quoi? Cette instabilité, c'est des chiffres qui ne sont pas séduisants. C'est des chiffres qui font peur pour la suite, un petit peu pour l'horizon de notre football. Si réellement on veut que ce football arrivera un jour un petit peu à devenir très performant. Très bien. Jafar Medour, question. Ce qui est sûr, c'est que les entraîneurs, toutes disciplines confondues, ont toujours été les différents boucs émissaires. On se sépare des entraîneurs pour calmer, on va dire, la foule par rapport à la presse, qui aussi en rajoute beaucoup sur les résultats en fonction des équipes qu'on supporte. Moi, ce que je veux vous demander, est-ce que vous, maintenant, avec cette nouvelle réglementation, ça vous pousse à réfléchir beaucoup plus davantage avant de signer dans un club? Et même une fois que vous avez consommé votre première autorisation à entraîner, il vous reste un seul joker. Comment on gère cette situation? Il y a une règle d'or, c'est d'or. Il y a une règle d'or, c'est les résultats. L'ami de l'entraîneur, c'est les résultats. Mais dans un autre contexte, si l'entraîneur est sécurisé par son président, il y a de cela 2 ans, 3 ans, même ces jours-ci, on voit certains entraîneurs qui sont sécurisés par de bons présidents. Quand vous évoquez les résultats, tout à fait d'accord avec vous, les résultats. On l'a bien vu au Real, le vestiaire ne voulait plus Benitez, Benitez est parti, Zidane arrive, les résultats sont là. Mais dans le même temps, le potentiel technique, il l'a pour aller faire des résultats. Nous, chez nous, le potentiel technique vous est imposé. Vous faites avec ce que vous avez. Et tout dépend de ce que vous avez. Donc, à partir de ce moment-là également, ça reste très complexe, la question des résultats. Il y a une minorité d'entraîneurs qui refusent ce discours, et puis cette réalité, quitte à ne pas travailler. Mais c'est une réalité. Quitte à ne pas travailler. Là, je vous donne un chiffre très, très, très révélateur. Sur 400 joueurs au niveau de la Nationale 1 cette année, 167 qui nous donnent 41,7% de joueurs nouveaux. Imaginez-vous. L'année passée, la même chose. C'est-à-dire, on peut scinder une moyenne arithmétique de 12 joueurs sur 25 chaque année qu'on la change. Qui recrute? Qui est derrière tout cela? Qui fixe les objectifs? Est-ce que nos clubs ont réellement des objectifs clairs, une stratégie, une politique sportive? Donc, pour répondre à la question de moyens, Jafar Medour, comme ça, il reste pas, parce qu'il n'y a pas eu de réponse, comment vous gérez? Vous avez consommé une licence, comment vous gérez la deuxième? Voilà, de toutes les façons, il y a le destin aussi. Parce que, par exemple, au-delà du destin, vous avez il y a eu une deuxième licence, vous avez entraîné Skikda, vous n'êtes plus à Skikda. Vous avez une deuxième licence. Avant de dire oui à un club, comment ça se passe? Vous avez été sollicité, je peux citer Blida, Béjaïa, le Mouloudia d'Al. L'ASO aussi. Comment vous gérez? Bon, là, je dois réfléchir aussi. Je dois voir, est-ce que réellement... Quels sont les paramètres de réflexion? Je peux être positif. Je vois l'état du club, je vois la valeur humaine avec laquelle je vais fonctionner, les moyens mis à ma disposition, le climat dans lequel je vais évoluer, et puis la personne avec laquelle je vais entretenir des relations permanentes, à savoir surtout le président. Maintenant, c'est tout. Il y a les ingrédients de la réussite. Là, je peux dire, Abdelkrim, tu peux indirectement mettre en œuvre tes compétences. Mais s'il y a des éléments négatifs, parasitaires, il y a beaucoup d'interférences, là, on va automatiquement... Alors, dans le même temps, parce qu'il y a une image des entraîneurs, certains ont applaudi à cette décision en disant « Ah, attendez, les entraîneurs, c'est des mercenaires, il y en a qui changent 2, 3 clubs durant la saison, il fallait les limiter. » Qu'est-ce que vous répondez à Abdelkrim Bira? Qui est en train de dire ça? C'est les entraîneurs ou c'est des gens... Non, alors certains disent, on l'a lu à travers les déclarations, surtout des dirigeants, qui en off le disent. L'entraîneur est un métier noble. C'est une personnalité démarquée. L'entraîneur, c'est un programme dans un projet. Chez nous, il n'y a pas de projet. Le projet, qui doit le définir? C'est les dirigeants. Tout à fait. Et ma foi, on n'a qu'à voir. On n'a qu'à voir les problèmes dans lesquels actuellement se trouvent les clubs. Les joueurs ne sont pas payés. La masse salariale, elle est plus grande par rapport aux moyens réels. Donc ça veut dire qui?
Ça veut dire qu'il y a une incompatibilité. Moi, je dirais, c'est vrai que Biraïla se fera en parler parce que moi, c'est mon éducation et je suis fait comme ça. Et puis maintenant, si je suis victime de mes nobles principes, je pense que cela n'est qu'un honneur à jamais. Quand je dis vous, c'est pas vous. Hein, Non, non, mais, je parle du métier des entraîneurs. Mais moi, j'ai le courage de le dire parce qu'il y a certains collègues, entre guillemets, qui n'ont jamais eu le courage de dire les choses comme elles sont. Ça, c'est un métier qu'on aime, c'est une passion, au-delà du métier. Le dirigeant est une fonction, ce n'est pas un métier. Aujourd'hui, le président, c'est lui qui paye aussi. Attends, c'est pas lui. Il n'y a aucun président qui paye, c'est l'argent de l'État. Moi, j'ai eu affaire à un pseudo-dirigeant dans un club où il me disait « c'est moi qui t'ai recruté ». Je lui ai dit, c'est pas toi qui m'as recruté. Tu travailles chez moi. Je travaille dans ce club. C'est moi qui te paye. Mon grand-père n'a jamais été un esclave pour que les gens le payent. Moi, c'est un métier. C'est-à-dire, on est arrivé à un degré où l'entraîneur n'est plus valorisé. On va poser le problème de manière différente. Vous êtes dans un club, l'actionnaire majoritaire est propriétaire du club. C'est lui qui vous paye. C'est l'employeur. Ouais. Là, comme ça, on peut parler. Ce discours-là, il est très favorable. Moi, c'est vrai que l'essentiel, c'est le début, Mahamar. C'est l'objectif. On doit fonctionner par rapport à cet objectif. On doit adopter des comportements par rapport à cet objectif. Si le club a les moyens de sa politique, a les moyens de ses objectifs, automatiquement, même dans le recrutement, il doit faire un choix judicieux. Le profil de l'entraîneur, les critères de ses qualités, est-ce qu'il va être compatible avec, prenons le cas du Barça. Je donne un exemple sur le plan universel. Le Barça, Mourinho par exemple, ne pourra jamais entraîner le Barça en tant qu'entraîneur en chef. Sa philosophie, sa manière de voir les choses, comment il fonctionne, le Barça c'est un moule. C'est le types. Par contre, chez nous, rares sont les clubs qui ont un objectif clair. Quand vous dites le type, ça a été défini par les Hollandais. C'est Kovacs et Cruyff. C'est plus, pour revenir au Barça, Rinus Michel, qui a enchaîné avec Cruyff, la Messia. Mais avant, le Barça, c'était pas ça aussi. Hein. Pour revenir. Technique, intelligence, personnalité, speed. Oui. C'est le types. Et très bien. Mais ça, c'est les Hollandais. Le Barça, c'était Ils ont calqué. C'était pas ça avant. Mais chez nous, on ne sait pas où on est du tout. Nous, on vit dans un... crois-moi. Dans le monde du football, on ne sait pas où on est. Il y a un désordre organisé, je dirais, évolué. Je parle des clubs. Ah, mais les clubs... Et je recommande. Mais c'est les clubs. Et je recommande. Pas tout le monde. Il y a des clubs, ils sont très minoritaires. Sur une main. Attends, une main. on peut voir qu'ils ont une traçabilité, ils ont les moyens de la faisabilité. Par contre, les autres, on n'a qu'à lire indirectement les journaux et on suit au quotidien la réalité de notre football. Un entraîneur a été limogé parce qu'un proche du président lui a dit, au niveau comme ça, dans le creux de l'oreille, lui a susurré en lui disant... Cela veut dire quoi? Que cet entraîneur ne convenait pas, alors qu'il restait sur 10 matchs sans défaite. Et si ce président... Je parle de l'Allemagne. Et si ce président prend une décision défavorable par rapport à l'entraîneur, je dirais qu'il n'est pas à sa place. Très bien. Question, Jafar Medour. On ne vous a pas entendu. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai laissé M. Bira s'exprimer, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que les clubs, avant qu'on les limite, eux, à choisir une limitation d'entraîneur, est-ce qu'il faut d'abord tout assainir de manière très profonde le niveau des clubs, à tous les niveaux, parce qu'on voit que les clubs sont mal structurés? La notion assainir, c'est l'assainissement des esprits, du mental, des gens, comment qu'ils fonctionnent, comment qu'ils regardent. Parce que le mental, c'est lui qui ordonne les actions qu'on doit entreprendre vis-à-vis un petit peu de tout ce qu'on veut réaliser, que ce soit sur le plan technique ou administratif. C'est un tabou, c'est devenu un tabou. On tourne toujours autour du même point. Je dirais, moi, le problème, il est situé au niveau des dirigeants et d'une. Ce sont eux qui doivent définir un petit peu la démarche qu'on doit entreprendre. Je vous donne un exemple. Montrez-moi le club qui a un règlement intérieur et qui est respecté à 100%. Vous l'avez déjà vu? Non. Les dirigeants, un ou deux ou trois. Je peux citer l'entente de City. L'entente. Voilà. L'entente a pris une autre dimension. S'ils sont devenus mondialistes, c'est pas comme ça. Parce qu'ils ont une démarche, ils ont une ligne de conduite. Et puis il y a un moule dans lequel on est obligé... Comme le temps passe très rapidement, pour répondre à la question, vous dites, nos clubs ne sont pas structurés. C'est l'un des points faibles également de notre football. L'entraîneur aujourd'hui, Mahamar, oui. Et quand il est engagé dans un club, il hérite. Il va se concentrer que sur son rectangle vert.
C'est-à-dire améliorer le rendement de l'équipe, chercher à avoir des résultats, que ce soit au niveau de la rentabilité, même au niveau de la productivité, c'est-à-dire point, classement, et en même temps, on produit du show. L'entraîneur, pratiquement, il est déconcentré. Il est plus... à gérer le quotidien, c'est ça. Le quotidien, et puis et de deux, chose qui a été bien faite cette année, c'est que, par exemple, moi, avant de résilier le contrat, il faut que tous mes droits soient réglés. Chose qui ne se faisait pas par le passé. Je reviens à la question, parce qu'il faut répondre à la question. Vous dites aujourd'hui, si on limite les entraîneurs en termes de licence, on doit limiter les clubs? C'est important. La stabilité a été toujours un facteur déterminant pour la réussite. Et pour vous, est-ce qu'il est temps que les entraîneurs s'organisent? Il est plus que temps. Il y a eu des tentatives, elles ont duré ce qu'elles ont duré. Même dans notre un petit peu je parle de l'entraîneur. Même nous, les entraîneurs, d'une manière générale, on n'est pas tous faits un petit peu de la même patte. Ça c'est sûr. L'entraîneur avant tout est une personnalité, c'est des comportements, c'est des réflexes, c'est des valeurs. Or, si on est arrivé à ce niveau, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont fait des concessions par rapport à certaines valeurs qu'on n'a pas le droit de toucher. La fonction. Donc, et de deux, ça a donné un champ libre à certains pseudo-dirigeants de faire ce qu'ils veulent, de recruter n'importe qui. Même il y a des entraîneurs sur un plateau, il dit que moi, le président, oui, je collabore avec lui pour la composition de l'équipe. Ça, c'est l'une des valeurs et des principes qu'on ne doit pas entraver. Donc, vous dites que c'est contraire au Code du travail également de limiter les entraîneurs à 2 licences. Si on limite les entraîneurs, on doit limiter les clubs. Pour résumer, on arrive à la fin de l'émission. Juste, je rappelle qu'il y aura demain la Coupe d'Algérie, les 8e de finale, avec 2 matchs demain, c'est TBSA, USM Al-Harrach, Gris contre Ain Fakroun, et puis pour le reste du programme samedi, avec un match mettant en prise l'entente de Sétif face à l'Alba, l'entente qui a reporté toutes ses ambitions sur la Coupe et l'Alba, finaliste de la dernière Coupe d'Algérie, sans oublier Paradou, Ain Defla, le petit poussé. Voilà pour l'essentiel de ces 8e de finale de Coupe d'Algérie. On n'aura pas le temps d'aller dans le détail sur la Coupe d'Algérie, tellement avec M. Abdelkrim Bira, parler du métier d'entraîneur ou de l'organisation du football reste passionnant. Merci à Abdelkrim Bira d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à l'invitation. Merci.